tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre histoire de la vie du maréchal Lannes. Nous arrivons au moment où entre Lannes et Murat, il va y avoir une grosse rupture. C'est-à-dire que Lannes est nommé à la tête de la garde consulaire, ce qui ne plaît pas à des généraux de meilleur milieu. Et lorsque Lannes va aller voir Bonaparte pour lui demander une rallonge pour le budget de la garde, eh bien, ces généraux vont sauter sur l'occasion, puisque rien n'a été écrit, c'est une demande orale de la part de Lannes, vont sauter sur l'occasion pour dire que c'est un détournement de fonds et vont faire réclamer en fait cette rallonge budgétaire à Lannes. C'est-à-dire c'est Lannes qui doit rembourser sur son argent cette rallonge qu'il a dépensée pour la garde consulaire. Sauf que lui n'est pas un marchand ou un homme d'affaires, c'est un soldat, donc il n'a pas du tout de fortune personnelle. Heureusement, un de ses amis officiers qui s'appelle Augereau va lui prêter l'argent pour qu'il puisse rembourser. On pense, en tout cas, Lannes le pensait clairement à l'époque, que c'était sous l'impulsion de Murat que tout ça s'était passé. Et j'ai envie de dire, vu la suite des événements, il y a fort à parier qu'il avait raison. Ensuite, Lannes est envoyé comme ministre plénipotentiaire au Portugal, pour se faire oublier en gros. Et au début, c'est pas simple, ce n'est pas un grand diplomate, mais finalement, il se débrouillera pas si mal au niveau des relations, puisque le prince héritier du Portugal deviendra quand même parrain de son second fils. Petite anecdote d'ailleurs qui dépeint bien la personnalité du futur maréchal. Ils sont au Portugal avec sa femme, ils se déplacent en calèche, et il se trouve qu'ils sont attaqués. 6 hommes arrêtent la calèche pour les braquer. Et à ce moment-là, Lannes en fait saute, bouscule quelques-uns et fonce tout droit vers celui qui a l'air d'être le chef. Celui-ci sort un pistolet et le place sur la gorge de Lannes, qui arrive à le désarmer, pendant que ses comparses s'enfuient en courant. Et en fait, si cet homme a survécu, c'est parce que Louise, sa femme, lui a demandé de le lâcher parce que Lannes était en train de l'étrangler à terre. Même au Portugal, Lannes trouve des gens pour lui mettre des bâtons dans les roues, notamment Talleyrand, qui essaye de l'évincer des discussions et qui va même obtenir un pacte avec le Portugal, sans l'aide et sans l'appui de Lannes, donc il va essayer de l'écarter. Mais le futur maréchal est un personnage qui ne se laisse pas démonter et qui va aller renégocier derrière un pacte encore meilleur en écartant cette fois-ci Talleyrand. Est-ce que le fait que la famille de Talleyrand et la famille de Murat soient très proches aurait un rapport avec cette attitude? Peut-être une coïncidence. Le 2 décembre 1804, Bonaparte est sacré empereur et va nommer 18 maréchaux. Lannes fera bien entendu partie des élus. Cet apprenti teinturier, qui n'a pas vraiment eu d'éducation, a aujourd'hui 35 ans et il a atteint le plus haut grade de l'armée la plus puissante du monde à l'époque. Alors commence la campagne allemande et on va donner à Lannes 27 000 hommes. Même si Lannes et Murat ne se supportent pas, ils sont sur le terrain très efficaces ensemble et ils vont former l'avant-garde de l'armée française. Le 25 septembre, ils vont traverser le Rhin et tomber sur les troupes du général Mack. Ils vont les balayer et Mack va se retrancher vers la place de Ulm. Le siège de Ulm commence et des tensions inévitables apparaissent dans le camp français parce que Napoléon est obligé d'être présent sur plusieurs fronts, donc il n'est pas tout le temps là pour trancher. Et bien sûr, la tactique que choisit Murat est totalement différente de la tactique choisie par Lannes et Ney. Donc il faudra que Napoléon vienne trancher, et quand il tranche, il donne raison à Lannes et Ney, et la preuve qu'il avait raison, puisque Ulm est prise dans la foulée. Mais Lannes n'est pas un homme qui aime se reposer sur ses victoires, du coup,
pendant que les autres finissent de pacifier Ulm, lui repart avec ses hommes et dans la foulée prend Braunau, Augsbourg et Linz. Et ensuite, nous arrivons à un de ces épisodes que nous adorons tous, où l'histoire dépasse de loin ce qu'on pourrait imaginer au cinéma. Les troupes françaises sont en train d'avancer vers Vienne, et pour ça, il faut des ponts pour traverser les cours d'eau. Sauf que, au pont où sont arrivés les Français, il y a l'artillerie autrichienne qui est déjà déployée et prête à détruire le pont et du coup à bloquer totalement l'avancée de l'armée française. Qu'à cela ne tienne, Lannes, Bertrand et Murat décident d'avancer sur le pont seuls, sans aucune escorte, et d'aller faire un scandale dans le camp autrichien. Ça paraît totalement surréaliste, mais ils arrivent en disant que c'est un scandale, pourquoi est-ce que leurs troupes sont encore là, un traité a été signé, ils devaient se retirer, et ils embrouillent comme ça les officiers du camp adverse, Lannes allant même jusqu'à pousser la provocation en s'asseyant carrément sur les canons, et en fait, eh bien, ils vont finir par réussir à arnaquer les Autrichiens qui vont se retirer sans combattre. Ensuite, à Austerlitz, Lannes et Murat vont gérer le flanc gauche de l'armée française, et ils vont décimer l'aile droite de l'armée russe. Après le traité de Pressbourg, qui met fin à la campagne allemande, on ne sait pourquoi, mais Lannes et Napoléon se sont visiblement gravement brouillés. Et Lannes demande à partir de l'armée et se retrouve à Béziers à gérer la cohorte de la ville. Mais rien n'est plus fragile que la paix, et en 1806, Frédéric Guillaume, roi de Prusse, lance un ultimatum à Napoléon pour qu'il retire ses troupes au-delà du Rhin. L'aile gauche de l'armée a été mise sous les ordres de Lefebvre, mais Napoléon passe son temps à le critiquer et du coup va rappeler Lannes. Officieusement, d'après ce que j'ai pu trouver, il semblerait que ce soit juste une excuse, il a toujours voulu le rappeler, mais il cherchait une façon de le faire officielle. Comme à son habitude, une fois qu'il est lâché, Lannes est redoutablement efficace. Le 7, il prend Cobourg, le 9, il prend Grafenthal, le 10, il arrive à Saalfeld. À cet endroit-là, il rencontre 9000 hommes, dirigés par Louis de Prusse, le prince héritier, et ils vont leur marcher dessus, et Louis de Prusse sera tué. Et c'est là qu'arrive Iéna. Oui, je sais, on a l'impression qu'on est en train de faire la visite des stations du métro parisien, mais que voulez-vous, la France est fière de son histoire guerrière. Alors, Lannes est envoyé en premier, c'est normal, il commande l'avant-garde, tout seul sur un terrain défavorable, et il va avancer sur l'ennemi. Il est ensuite rejoint par Ney et Augereau, et ils vont se rendre maîtres du plateau. Mais il ne s'arrête pas là, et Lannes décide de prendre aussi les hauteurs. Mais elles sont bien défendues, et c'est beaucoup plus compliqué. En s'y reprenant à plusieurs fois, ils arrivent à prendre ces hauteurs, et ce qui reste de l'armée adverse va essayer de fuir vers Weimar. Il se trouve que Murat avait fait le tour, ce qui est plutôt malin, et entre à Weimar en même temps que le reste des fuyards de l'armée. Bien entendu, ils n'en font qu'une bouchée, c'est évident. Dans le 3e bulletin de la Grande Armée, on fera l'éloge des compétences tactiques et guerrières de Murat, qui au final n'a rien fait. On parlera à peine de Lannes et de Ney, et on oubliera juste totalement Augereau. Ensuite, Lannes va prendre la citadelle de Spandau dans la foulée, et Napoléon va l'envoyer soutenir les cavaliers de Murat dans la poursuite des ennemis en déroute. Murat d'ailleurs se plaindra que les hommes de Lannes sont trop lents. Est-ce que ça vient du fait qu'ils sont à pied et que toi t'es à cheval? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'effectivement ça pose un problème,
D'autant plus que dans le bulletin qui va relater ces événements, Murat oubliera tout simplement de citer Lannes et ses hommes, comme s'ils n'avaient jamais existé. Alors à ce moment-là, je vous le cache pas, ça se passe pas super bien entre Napoléon et Lannes, à cause de Murat, qui est devenu son chouchou, qui est même allé plus loin que ça, puisqu'il a épousé la plus jeune sœur de Napoléon, donc il fait carrément partie de la famille, et il fait tout ce qu'il peut pour évincer Lannes, pour une bonne raison, c'est que Napoléon a toujours considéré Lannes comme son meilleur ami. Là, nous arrivons à la bataille de Pultusk. Les troupes françaises ont avancé sur un terrain catastrophique. Elles sont guidées par Lannes, bien entendu, c'est l'avant-garde. Mais le terrain était tellement boueux, tellement horrible, qu'ils ont dû abandonner leur artillerie, qui n'arrivait pas à faire rouler dans ce terrain-là. Il se trouve qu'ils tombent sur le gros des forces russes, 50 000 hommes et 50 canons, bien installés, et eux sont à peine 23 000 et 100 pièces d'artillerie. Accessoirement, Lannes est tombé gravement malade pendant cette avancée, donc un maréchal malade, des hommes en infériorité numérique et fatigués, il ne pouvait se passer qu'une seule chose, Lannes attaque. Le lendemain, les Français ont 1500 hommes blessés ou tués. En ce qui concerne les Russes, ils ont 3000 morts, 2000 blessés, et dans leur fuite ont abandonné toutes leurs pièces d'artillerie. Contre toute attente, Lannes a pris Pultusk. À propos de cette bataille, le général Lafargue dira « En tout cas, c'est lui seul, alors qu'il était rongé par la fièvre depuis 8 jours, qui a osé l'engager, osé à moins de 20 000 hommes défier 50 000, osé marcher sans canon et sans artillerie formidable. Et ce malade a trouvé en lui-même un dynamisme capable d'imprimer à sa troupe une telle force vive que Benningsen, pris à la gorge, a été vaincu parce qu'il était persuadé qu'il était vaincu. Voilà le miracle dû à la seule supériorité de la force d'âme réalisée par Lannes à Pultusk. Ensuite, Lannes va encore s'illustrer à Friedland. Parti en avant-garde avec ses hommes comme toujours, il va tomber sur le gros de l'armée adverse. Mais par d'habiles manœuvres, va réussir à tenir les ennemis en échec pendant 12 heures, le temps que le reste des troupes françaises arrivent pour pouvoir emporter cette bataille. Il se trouve que dans les récits officiels qui seront faits de la bataille, on parlera beaucoup de ceux qui sont arrivés dans la deuxième partie, mais absolument pas des 12 premières heures où Lannes a dû tenir le champ tout seul. En 1808, alors que Napoléon rencontre le tsar Alexandre, Lannes est présent à sa demande. Il sera d'ailleurs décoré par le tsar lui-même du cordon de l'ordre de Saint-André que Napoléon le laissera porter par arrêté spécial. Ce cordon de l'ordre de Saint-André est juste la plus haute distinction qui existe en Russie à cette époque. Lannes fut d'ailleurs décoré et honoré de nombreuses fois. Il fut sabre d'honneur par arrêté consulaire, grand officier de la Légion d'honneur, grand aigle de la Légion d'honneur, commandant de l'ordre de la Couronne de Fer, ce qui est en gros la Légion d'honneur en version italienne, grand croix de l'ordre du Christ au Portugal, ce qui est une distinction militaire, grand croix de Saint-Henri, qui est aussi une distinction militaire mais du royaume de Saxe, et surtout, comme nous l'avons dit, chevalier de l'ordre de Saint-André, la plus haute distinction russe remise par le tsar lui-même. Il était aussi accessoirement duc de Montebello et son nom est sur le pilier est de l'Arc de Triomphe encore aujourd'hui. Le maréchal Lannes a été mortellement blessé alors qu'il était en train de pleurer son ami Pouzet, tué devant lui d'une balle dans la tête. C'était la fin de la bataille, il était assis sur un talus et un boulet a rebondi et l'a heurté de plein fouet au niveau des jambes. Marbeau s'est précipité pour l'aider, le maréchal était à terre, et Lannes lui a dit « Aidez-moi à me relever, ça n'est qu'une blessure ». Il avait les 2 jambes entièrement broyées. Il fut donc transporté dans un hôpital où on décida qu'il fallait lui amputer une jambe. Au niveau du milieu de la cuisse, donc quelque chose de sévère.
L'amputation a eu lieu, sans anesthésie. Le maréchal est resté conscient pendant toute l'opération et d'après les témoins, n'aurait pas poussé un cri. Et je vais être franc avec vous, ça pour moi c'est certainement la chose la plus impressionnante qu'il ait faite. On a pensé qu'il s'en sortirait, mais au bout d'une semaine la gangrène s'est installée et il est mort avec Napoléon pleurant son ami à son chevet. L'empereur écrira ces quelques mots à sa veuve. Le maréchal est mort ce matin des blessures qu'il a reçues au champ d'honneur. Ma peine égale la vôtre. Je perds le général le plus distingué de mes armées, mon compagnon d'armes depuis 16 ans, celui que je considérais comme mon meilleur ami. Sa famille et ses enfants auront toujours des droits particuliers à ma protection. C'est pour vous en donner l'assurance que j'ai voulu écrire cette lettre, car je sens que rien ne peut alléger la juste douleur que vous éprouverez. Pour finir sur autre chose que du sentimental, parce que je ne pense pas que c'était vraiment le style de Lannes, je voudrais vous citer 2 anecdotes qui, je pense, reflètent bien qui il était. La première se passe sur un champ de bataille, je ne sais même plus lequel. Lannes se promène à cheval devant ses troupes et un des soldats est en train de décharger son arme. Il se trouve que le coup part accidentellement et qu'il frôle le maréchal. Pas besoin de vous dire que cet homme était plutôt connu pour empaler des gens à la baïonnette que pour faire de la poésie. Donc, le soldat présent, et les autres à côté d'ailleurs, ne faisaient pas trop le malin. Le maréchal descend de cheval, s'approche de lui. À la surprise générale, il lui dit juste calmement « Sois plus prudent, imagine la peine que tu aurais ressentie si tu m'avais tué. » Et il est remonté à cheval et reparti. Ça pour moi, ça montre bien encore une fois à quel point c'était un guerrier, un homme de responsabilité, mais c'était un homme foncièrement bon malgré son caractère totalement volcanique. Autre anecdote de sa vie proprement hallucinante, nous sommes au siège de Saragosse et Lannes a pris l'habitude de se balader devant les tranchées, c'est-à-dire entre les tranchées où se cachent ses hommes et les adversaires. Il est totalement à découvert, ce qui doit arriver arriva, il est blessé par balle. Un maréchal blessé par balle, on l'emmène se faire soigner, on n'en parle plus. Mais Lannes est un peu différent, et lui, au lieu de partir se faire soigner, se met en colère. Il saisit un fusil et il se met à répliquer. Toujours pas caché, toujours pas à l'abri. Il se met à tirer vers les gens qui lui ont tiré dessus. Au bout d'un certain temps, affaibli par une blessure par balle quand même, il tombe à terre, et à ce moment-là, un aide de camp se précipite. Les adversaires devaient essayer de le viser depuis un moment quand même, le type est à découvert, et avait visiblement tourné un canon par là. Et il se trouve que cet aide de camp qui vient juste d'arriver, qui se penche sur le maréchal qui est à terre, se fait découper en deux par un boulet de canon qui passe au-dessus de la tête de Lannes sans le toucher. Et du coup, Lannes se relèvera lui-même et ira se faire soigner tout seul. Ça, je veux dire, à part dans un film des Monty Python, pas un seul instant quelqu'un penserait à mettre un truc aussi gros dans une fiction, alors que pourtant, c'est la stricte réalité. Il n'y a que très peu de héros dans l'histoire. La plupart sont des gens qui étaient au bon endroit au bon moment, ou tout simplement des héros de pacotille qui ont profité du fait que les peuples aiment se mentir et s'inventer des idoles. Lannes, en revanche, a survécu à 300 batailles. Il a été blessé d'innombrables fois. C'était un homme qui n'aimait ni la mort, ni la guerre, et qui pourtant s'est toujours placé devant ses hommes parce qu'il savait qu'étant là à les commander et à leur montrer l'exemple, il en sauverait certains. Avoir à ce point le sens des responsabilités et être un si formidable guerrier quand on aime la paix, c'est ça que j'appelle un véritable héros. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en regarder d'autres et bien entendu à vous abonner pour être informé quand de nouveaux sortiront. Et moi, je vous dis à très vite.